Dans cette capsule, on va voir comment on évalue la qualité de modèle de langage. Alors, une des façons d'évaluer la qualité d'un modèle de langage, d'un modèle Ngram, ça va être en fait de voir s'il nous permet de mieux ou moins bien résoudre un problème donné dans une application spécifique. Alors, on va commencer par discuter en fait de quel genre d'application on peuvent utiliser et bénéficier d'un modèle de langue. Une première application, c'est l'identification de la langue d'un document donné. Donc, imaginez qu'on vous fournit un document, puis que le logiciel en question soit identifié dans quelle langue a été écrit le document. Est-ce que c'est un document en anglais ou en français, ainsi de suite. Par exemple, pour déterminer s'il y a un correcteur orthographique automatique, selon quelle orthographe, quelle langue, les erreurs devraient être corrigées. Alors, l'approche pour faire de l'identification de la langue est souvent basée sur un modèle de langue. Ça marche très bien. Voici l'approche. On commence par définir un vocabulaire commun qui est commun pour toutes les langues. Donc, on va avoir un vocabulaire V qui contient des mots fréquents dans toutes les langues qu'on souhaite identifier. Et ensuite de ça, bien, pour chacune des langues L qu'on souhaite détecter, ce qu'on va faire, c'est qu'on va collecter un corpus de documents pour cette langue-là. Donc, on va trouver plusieurs documents dont on sait qu'ils sont écrits dans la langue L donnée. Ensuite de ça, on va définir une probabilité a priori pour cette langue-là. S'il y a des documents, des langues qu'on pense être plus communes, plus fréquentes, ben, on peut décider d'assigner une probabilité a priori plus élevée pour ces langues-là. Sinon, si on ne veut pas biaiser a priori la détection d'une langue plus que d'une autre, on peut assigner simplement une probabilité uniforme, donc la même probabilité pour chacune des langues. Et finalement, donc pour chacune des langues, on va apprendre un modèle Ngram sur le corpus qu'on a collecté pour la langue donnée. Donc un modèle Ngram qui va nous définir, entre autres, la probabilité d'observer un mot à la position I, étant donné les n-1 mots précédents, et si je suppose que ces mots-là appartiennent à la langue L. Et donc une fois que j'ai fait ça, bien, je peux en fait faire pour un nouveau document, c'est d'identifier quelle est la langue la plus vraisemblable, la plus probable. Donc, quelle est la langue, L, qui a la probabilité plus élevée, étant donné les mots du document en question. Donc, je souhaite faire un argmax sur L, donc trouver la langue qui a la probabilité a posteriori la plus élevée. Et comme en classification de documents, bien, je peux voir que ça, c'est égal en fait au log de la probabilité, le argmax du log de la probabilité jointe de LI et les documents. Donc ça, c'est parce que j'ai une constante alpha que je peux éliminer. Donc je peux seulement considérer la probabilité jointe de la langue et du document. Puis je peux prendre le log de cette probabilité-là parce que le log, c'est une transformation monotone croissante. Et ce argmax-là, en fait, finalement, je peux l'écrire comme le argmax du log de la probabilité ici. La probabilité ici, c'est en fait la probabilité de la langue fois les probabilités de chacun des mots, sachant les mots précédents en supposant que ça appartient à la langue donnée. Donc, si je fais le log de ce produit-là, ça me donne le log de la probabilité de la langue plus la somme pour tous les mots du log de la probabilité de ces mots-là, sachant les mots précédents. Et comme en classification de documents, je fais l'évaluation de toute cette log probabilité-là pour les différentes langues possibles et je prends la langue qui a la probabilité la plus élevée. Okay? Donc, on peut voir qu'un système comme ça, ben, a priori, j'aurai un certain biais pour certaines langues ou si j'ai une probabilité uniforme, ben, toutes les langues auraient la même valeur pour la log de la probabilité de la langue. Et puis sinon, ben, je regardais simplement, je ferais la somme de la log probabilité de chacun des mots dans cette langue-là, étant donné les autres mots dans le document. Donc, on peut imaginer que pour une langue où un mot n'existe tout simplement pas dans cette langue-là, sa probabilité va être très faible. Donc, les chances que ce soit la langue qui a la log probabilité la plus élevée va être basse. Donc, je vais avoir plus de... Normalement, plus il y a de mots et plus il y a de mots spécifiques à une langue, bien, plus ça va être facile de distinguer entre les différentes langues avec mon modèle de langue. En fait, je pourrais de façon générale faire de la classification de documents.
qui serait peut-être plus puissante. Donc, en fait, l'identification de la langue, c'est un peu comme la classification de documents. J'ai un document en entrée, puis j'essaie de déterminer sa catégorie où la catégorie serait la langue. Donc, en fait, ce qu'on a vu, c'était l'équivalent d'un modèle, c'est un peu similaire en fait au modèle de Bayes naïf, mais dans ce cas-ci, il n'est plus naïf dans le sens où j'ai plus un modèle unigramme, donc j'ai plus un modèle qui suppose que les mots sont indépendants les uns des autres, sachant la catégorie, donc sachant la langue. Et il y a d'autres tâches de classification de documents où ça peut être quelque chose d'important à faire. Une tâche où on peut bénéficier de tenir compte de l'ordre des mots, c'est entre autres une tâche où on souhaite déterminer, étant donné des documents qui correspondent à des commentaires ou des critiques de films, si la critique est bonne ou pas, est bonne ou pas, pardon. Et donc, dans ce cas-ci, l'ordre des mots est important. Effectivement, de savoir que le mot « bon » est présent dans une critique, ça peut aider, sauf que s'il y a le mot « pas » avant « bon », ça change drastiquement l'interprétation de la critique, à savoir si elle est positive ou négative. Donc, ça peut être un cas où un modèle de n-grammes avec n plus grand que 1, donc où je vais considérer plus que au moins un mot avant le mot donné pour évaluer les probabilités des mots, donc la probabilité du document. Ça peut être un cas où ça peut être utile. Et sinon, il y a plusieurs autres applications comme la réaccentuation de texte. Donc, imaginons que j'écris sans mettre des accents, peut-être que je voudrais une procédure automatique pour simplement ajouter les accents pour moi. Donc, où le E ici serait réaccentué en accent grave, et puis le E ici serait réaccentué avec un accent aigu. Donc, ça, c'est quelque chose qu'on peut faire avec un modèle n-gramme. En fait, pour vous donner une idée rapidement, ce qu'on cherche dans ce cas-ci, c'est prendre un document où les mots n'ont pas été accentués et puis le transformer en un document où on a ajouté des accents. Et là, ce qu'on cherche à faire, en fait, c'est trouver le document accentué qui est le plus vraisemblable, en fait. Donc, il ressemble le plus à des vrais documents qu'on a observés dans notre corpus. Donc, il existe des techniques pour tenter de faire cette inférence-là. De la même façon, en traduction automatique, si je produis une traduction, j'aimerais que ma traduction par exemple, si je traduis de français à l'anglais, j'aimerais que ma traduction en anglais, en fait, ressemble à une phrase normale. Donc, ce soit une phrase qui est vraisemblable selon un bon modèle de langage. Et donc, dans ce cas-ci, on va vouloir intégrer ça dans notre système de traduction pour qu'en fait, on produise des traductions qui, de un, soient une traduction qui aurait pu générer la phrase originale et qui, en plus, est une phrase qui aurait pu être observée ou être dite ou écrite par quelqu'un. Donc, une phrase qui est vraisemblable selon notre modèle de langue. Donc, c'est pour ça qu'on va vouloir introduire des modèles de langue dans des modèles de traduction. Puis, de la même façon, en reconnaissance de la parole, on va vouloir produire des phrases interprétées qui, on va vouloir favoriser des phrases qui, en fait, sont des phrases qui auraient pu être écrites dans cette langue-là ou dans donc quelque chose qui aurait pu être dit par une personne. Et ça peut être évalué par un modèle de langue. Alors, on parlait au tout début d'évaluation de modèles de langue. Comment est-ce que je les évalue? Et spécifiquement, comment est-ce que je distingue ou que je trouve les bonnes valeurs de n dans n-grammes, ou de la constante de lissage delta, ou de notre constante d'interpolation, nos constantes d'interpolation lambda i. Donc, en fait, ces constantes-là qu'on doit déterminer avant même d'entraîner ou d'apprendre notre modèle, ce sont les constantes qu'on appelle des hyperparamètres. Okay? Donc, c'est des hyperparamètres parce que contrairement aux probabilités de notre modèle, qui sont des paramètres, ces probabilités-là sont apprises à partir de données, tandis que n, delta et lambda i, je dois les donner en premier, tout d'abord, a priori, avant même de pouvoir entraîner le modèle. Donc, ce sont des hyperparamètres. Et donc, pouvoir choisir en différents modèles de langue avec différentes valeurs de n, delta et ainsi de suite, je dois définir une certaine notion de performance, puis essayer de trouver, peut-être avec de la recherche locale, par exemple, c'est quoi les valeurs de n, de delta ou de lambda i qui fonctionnent le mieux. Donc, ce qu'on va faire typiquement, c'est qu'en fait, on va prendre, parmi toutes nos données collectées, on va en mettre une certaine partie de côté qu'on va appeler, qui va correspondre à notre corpus de validation. Donc, ce qui est important ici, c'est que le corpus de validation, ça va contenir des documents qui sont autres
que les documents dans notre corpus d'entraînement. La notion de corpus de test, ça va être en fait un corpus qu'on va utiliser pour évaluer la solution finale. Pour l'instant, c'est une notion qu'on ne traitera pas plus ici, mais je vous invite à voir les capsules sur l'apprentissage automatique pour faire une distinction le plus explicite entre les notions d'entraînement, de validation et de test. Dans ce cas-ci, en fait, tout ce qu'il y a à savoir, c'est qu'on a un corpus de validation qui sont des documents qui ne sont pas les mêmes que ceux qui se trouvent dans mon ensemble d'entraînement, c'est-à-dire l'ensemble, le corpus d'entraînement qui a été utilisé pour calculer les fréquences des n-grammes. Et donc, une fois qu'on a fait ça, en fait, la meilleure façon vraiment là, d'évaluer notre modèle de langue puis de choisir la valeur de n, de delta et ainsi de suite, c'est de voir c'est quoi la performance de notre système sur notre corpus de validation si j'ai un modèle de langue qui a été entraîné pour une certaine valeur n et delta ou lambda i, donc pour mes hyperparamètres, sur mon ensemble d'entraînement. Donc ça, c'est vraiment la meilleure façon de faire. On essaie d'optimiser finalement le taux de succès de notre système dans notre application donnée sur notre ensemble de validation. Donc, dans le cadre d'un système d'identification de la langue, bien, ce que je ferais, c'est que j'aurais plein de documents de différentes langues. Je vais les séparer en un corpus d'entraînement puis un corpus de validation. Et je vais choisir la valeur de mes hyperparamètres, incluant n, qui va être telle que si j'entraîne un modèle de langue avec cette valeur de n-là, puis mes autres paramètres, j'ai le meilleur taux de succès d'identification de la bonne langue pour les documents qui se trouvent dans mon ensemble de validation. Donc ça, c'est un exemple. Pour la traduction d'automatique, on ferait la même chose. On aurait une performance d'évaluation sur notre corpus de validation qui serait d'autres documents à traduire que ceux qui se trouvent dans mon ensemble, dans mon corpus d'entraînement. Mais sinon, si on n'a pas une application déjà de définie, et si en fait donc on pourrait s'intéresser en fait à avoir une mesure de performance qui est un peu indépendante d'une application, puisqu'un modèle de langue en fait pourrait être utilisé dans différentes applications. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser ce qu'on appelle la perplexité. C'est une formule qui paraît un peu compliquée, mais en fait, tout ce que ça se trouve à être, c'est la perplexité, donc pour un document donné, ça va être la probabilité de ce document-là à la moins 1 sur d. Okay? Donc, on peut voir ça en fait comme une espèce de probabilité, mais normalisée par la longueur du document. Donc, une autre façon de l'écrire, en fait, c'est que c'est l'exponentielle de la somme de la log probabilité de tous les mots, étant donné les mots précédents, mais normalisée en divisant par d. Et en fait, je prends l'exponentielle de moins cette moyenne des log probabilités des mots. Okay? Donc, c'est une autre façon de le voir. C'est comme l'exponentielle de moins la log vraisemblance des mots moyenne, donc divisé par d. Donc, la justification derrière ça est inspirée entre autres de la théorie de l'information. Donc, c'est quelque chose que je ne traiterai pas ici. Mais ce qu'il y a à savoir essentiellement, c'est que plus un modèle de langue associe des probabilités qui sont élevées à des documents, qui sont des vrais documents, là, extraits de données, mais plus la perplexité va être basse. Donc, effectivement, plus ça c'est grand, si je prends à la moins 1 sur d, bien plus tout ce terme-là va être petit. Okay? Donc, ce qu'on voudrait dans ce cas-ci, c'est une perplexité qui est la plus basse possible. Et sur mon corpus de validation, je choisirais en fait le modèle n-gram ou mon modèle de langage qui aurait la perplexité la plus basse pour tout le corpus de validation, donc ce serait la probabilité en fait de tous les documents dans mon ensemble de validation. Et finalement, une façon peut-être un petit peu plus intuitive ou en tout cas plus amusante d'évaluer la qualité d'un modèle n-gram, c'est de carrément échantillonner ou générer des documents à partir de notre modèle appris. Donc, d'une certaine façon, ce qu'on va faire, c'est qu'on va laisser la machine parler d'elle-même, ou la machine correspond dans ce cas-ci à notre modèle de langue. Donc, ce que je ferais, c'est que j'échantillonnerais le premier mot W1. Ensuite de ça, à partir de W1, je pourrais échantillonner le deuxième mot W2 à partir du premier mot W1 que j'ai échantillonné.
Ça, je l'échantillonnerai à partir de ma probabilité de W2 étant donné W1. Ensuite de ça, j'aurai la probabilité de W3 sachant W1 et W2. J'échantillonnerai mon troisième mot comme ça. Puis pour un modèle trigramme, bien là, je continuerai comme ça, où j'échantillonnerai mon quatrième mot de la probabilité W4 étant donné W2 et W3. Donc seulement les deux mots précédents. Et je continuerai comme ça pour générer du texte de mon modèle de langage. Et là, l'exemple que je viens de donner, c'est un modèle trigramme parce que je conditionne seulement au plus sur mes trois derniers mots. Les deux derniers mots, pardon. Et on a des exemples ici tirés du livre de référence. Et en fait, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont entraîné un modèle unigramme, bigramme ou trigramme sur le texte contenu dans le livre de référence, en fait. Et donc, ce qu'on observe pour un modèle unigramme, on observe en fait des documents où l'ordre des mots a absolument aucun sens. Logical, R, as, R, confusion, et ainsi de suite. Ça, c'est parce qu'un modèle unigramme, la probabilité d'un mot ne dépend pas des mots précédents, un peu comme dans un modèle, le modèle de Bayes naïf multinomial. Par contre, le modèle bigramme, là, lui, il va conditionner sur le mot précédent et là, on obtient des documents, des phrases qui ont un peu plus de sens. Systems are very similar. Computational approach would be represented. Donc, on voit ici qu'il y a un peu un certain bris dans la syntaxe, mais il y a quand même des bouts de phrases qui, pris individuellement, ont du sens. Puis plus on augmente la valeur de n, donc si on passe à n est égal à 3, mais là on a des bouts de phrases qui sont un peu plus longs, qui ont plus de sens. Planning and scheduling are integrated. Puis là, il y a un certain bris sémantique ou syntaxique. The success of naive Bayes model is. Donc on voit que les bouts de phrases qui sont eux-mêmes cohérents sont un peu plus longs, bien que la phrase au complet, dans ce cas-ci, ne soit pas entièrement cohérente. Et plus on augmente n et plus on a de données, meilleur notre modèle va être. Donc ça, c'est une autre façon d'avoir un peu une idée de la qualité de notre modèle n-gram.